Aux États-Unis, je suis arrivé à Durham, en Caroline du Nord. C'était une université, qu'ils appellent un collège universitaire, voilà, qui donnait des grades jusqu'à la maîtrise, et réservé aux Noirs. Parce que c'était le temps de la ségrégation aux États-Unis. Et les Noirs et les Blancs étaient élevés de manière séparée. Moi, j'habitais dans le quartier noir, et de temps à autre, je faisais des incursions dans les quartiers blancs pour affaires, aller dans les magasins, etc. La seule interdiction, c'était de manger certains restaurants. C'était pas permis aux blancs et aux noirs de manger ensemble, côte à côte. Il y a des restaurants qui étaient réservés aux blancs, puis il y a d'autres restaurants où la clientèle était mixte. Alors j'ai participé à la vie du campus, la vie extérieure. C'était très dur. Parce que je me sentais confiné un peu dans les quartiers noirs. Il y avait peu de contact avec les Blancs. Il y en a qui venaient pour essayer de nous avoir comme clients, pour les compagnies d'assurance, des choses comme ça, les banques. Il y avait des professeurs qui étaient blancs, mais le contraire n'était pas possible, c'est-à-dire il n'y avait pas de professeurs noirs dans les universités blanches, comme par exemple à Duke. Duke était à quelques pas du collège universitaire de Durham. Et je me suis bien entendu avec les collègues, avec les étudiants. Quand il y avait des problèmes, on me considérait comme un étranger. Et les Blancs et les Noirs me disaient, vous n'êtes pas partie du problème, vous êtes étranger, vous ne comprenez pas encore très bien qu'est-ce qui se passe là. Je me rappelle, on a reçu des visites là de Malcolm X sur le campus. L'atmosphère était vraiment une atmosphère révolutionnaire. Je me suis dit, j'ai fui Haïti à cause des problèmes, et là je me retrouve dans un autre pays, mais avec d'autres genres de problèmes. Et surtout, la première expérience de ma vie où je vivais avec des protestants. Non seulement c'était une majorité noire, mais tous ceux qui m'entouraient, là, c'était des protestants. Et ils m'invitaient à l'église protestante. Ils devaient parler à l'assistance, parce qu'on me dit que, vous n'êtes pas de la ville, vous êtes nouveau, il faut vous présenter à la communauté, dire qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Enfin, un petit discours, un petit laïus. Mon anglais n'était pas très perfectionné, mais en tout cas, je me suis débrouillé quand même pour leur expliquer la situation. J'ai enseigné surtout la psychologie génétique, le problème, développement de la personnalité, psychologie de l'enfant, des choses comme ça. Je n'ai pas pratiqué aux États-Unis, il n'y avait pas le droit de pratiquer. Et je pouvais enseigner, mais non pas pratiquer, parce que je n'étais pas membre de l'ordre des psychologues américains. Mais il y avait quelques sujets que j'avais pas eu le temps de voir avant de partir d'Haïti pour finaliser ma thèse doctorat. C'était pour la partie contrôle de ma thèse. Bon, j'avais fait la partie expérimentale, il me restait quelques sujets pour la partie contrôle. Et c'est là que je me suis adressé à quelqu'un que j'avais déjà rencontré dans la Caraïbe, c'est à Vera Rubin,
qui était la directrice du Research Institute for the Study of Man à New York, et qui finançait plusieurs recherches sur la Caraïbe. Alors je me suis adressé à elle, je lui ai expliqué la situation. Par le retour même du courrier, elle m'a offert de subventionner. Et il faut dire aussi que parallèlement à cela, l'immigration faisait pression sur moi aux États-Unis pour que j'obtienne la citoyenneté américaine. Je n'aimais pas ça, parce que l'atmosphère ne convenait pas. Il y avait le problème de la ségrégation d'une part, et j'étais marié avec une Canadienne. Le mariage interethnique était défendu aux États-Unis, c'était même un délit dans certains États comme en Caroline du Nord. Donc j'étais obligé de vivre seul là-bas. Puis ça ne me plaisait pas du tout. La situation était dangereuse. La situation était très dangereuse. J'avais posé la question aux Noirs et dit qu'est-ce qui se passe là dans les relations interethniques là, comment dealer avec ça. Alors les étudiants m'expliquaient qu'eux-mêmes n'avaient pas le droit de sortir avec par exemple les étudiantes de Duke, que quand les policiers rencontraient, s'il y avait un noir qui sortait avec une blanche, là, et puis le policier intervenait et demandait de se séparer immédiatement, puis qu'ils regagnent leur domicile ou le campus, et autrement on les arrêtait. Bon, on disait que c'était illégal, voilà, ce genre de fréquentation. C'est certain que je me sentais personnellement visé, et j'avais jamais dit à quelqu'un, j'avais épousé une Québécoise, personne n'était au courant de cela. Mais je leur ai posé la question d'une manière hypothétique. Je leur ai dit, j'ai posé la même question aux Blancs comme aux Noirs. Si un Noir marie une Blanche ou inversement, et qui viennent vivre ici, les deux m'ont fait la même réponse. Ils m'ont dit, je ne leur conseillerais pas ça. Pas du tout. Les Noirs étaient assez catégoriques là-dessus, et les Blancs aussi assez catégoriques. Parce qu'ils m'ont expliqué que c'était illégal. Alors j'ai compris, et je me suis dit, c'est mieux de ne pas tenter l'expérience. À l'université, je suis resté 1 an. J'aurais pu rester davantage. Même on m'offrait toutes sortes d'avantages. On voulait m'inciter à rester. Ce que j'ai pas aimé, c'était mon expérience avec l'armée. L'armée m'a convoqué un jour. J'ai pas été, aucun rapport avec l'armée. Première convocation, j'ai pas été. Deuxième convocation, j'ai commencé à parler un peu à mes confrères. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième convocation, alors là, il y a un professeur qui m'a dit, il faut y aller absolument. Prenez un taxi et puis allez les rencontrer, savoir qu'est-ce qu'ils vous veulent. Alors j'ai été, et j'ai été reçu par une femme militaire, je ne sais pas si elle était capitaine ou quoi. Alors, quand je suis arrivé, et j'ai salué, puis je voulais m'asseoir. Elle m'a identifié, elle m'a demandé de m'identifier. Et là, elle s'est mise debout, mis en casquette, était en uniforme. Et puis elle m'a dit, j'ai une question à vous poser. Et si les États-Unis étaient attaqués un jour,
est-ce que vous seriez prêt à les défendre? Alors là, je me suis dit, je pense que j'ai intérêt à patiner très vite. J'ai dit oui. Voilà. Mon fort intérêt me dit, pourquoi pas? Il s'agit surtout de me sortir de cette mauvaise situation. Là, on se rassoit, puis elle me dit, vous êtes immigrant ici, vous êtes psychologue. Et elle me dit, vous savez, être immigrant, c'est un statut provisoire ici. Vous devez devenir citoyen. Mais en attendant, les immigrants ont des devoirs à l'égard du pays qui les accueille. Vous devez absolument faire votre service militaire. Et je dis, ça va pas. J'ai dit, je suis appelé à retourner au Québec. J'avais déjà mon visa pour le Québec et tout. Ils m'ont dit, ce sont deux questions séparées. Ils m'ont dit, on ne va pas vous empêcher d'aller au Canada. Mais même si vous êtes au Canada, si on vous appelle, vous avez 48 heures pour rejoindre votre compagnie. Alors on m'a dit, votre compagnie, c'est telle compagnie en Caroline du Nord, où je devais me présenter. Alors j'ai dit très bien. Et à partir de là, j'ai précipité un petit peu mon départ des États-Unis, parce que je voulais rien voir. Arrivé ici, au Québec, j'ai demandé aux autorités qu'est-ce que je fais là. Parce que j'avais un visa de résident américain, ils voulaient me conscrire dans l'armée. Parce qu'on a dit on avait besoin beaucoup de psychologues dans ce temps-là, c'est durant la guerre de Corée. Alors, ils m'ont dit, c'est mieux de leur écrire une petite lettre très gentille, et de leur dire que vous renoncez à votre statut d'immigrant reçu aux États-Unis et que vous avez opté pour la résidence canadienne. Bon. Il dit, autrement, ils ne vous laisseront jamais tranquille. Bon. Et c'est ainsi que depuis ce temps-là, j'ai eu ma paix avec les États-Unis, et puis je suis établi au Canada.